Cette vidéo pour parler du coronavirus en tant que moment historique. Alors voilà, on est allé de surprise en surprise et chacun a réagi comme il a pu, étant donné que c'était un événement inédit, et donc chacun a réagi à sa manière. Et il ne faudrait pas que ça devienne une nouvelle affaire Dreyfus. Alors je trouve que ce petit dessin symbolise bien ce qui arrive en ce moment, cette incompréhension qu'il peut y avoir entre deux types de personnes. L'un qui veut se protéger et qui cherche la sécurité, et l'autre qui a envie de rester libre. Alors, je ne suis pas partisan de dire que celui-là est un trouillard, vous voyez, je pense que celui-là est simplement quelqu'un qui veut protéger sa famille. Et celui-là, je ne suis pas partisan de dire que c'est un inconscient, je suis plutôt partisan de dire qu'il a des valeurs classiques de liberté. D'ailleurs, vous voyez la différence au niveau du dessin, celui-ci, il a des cheveux qui flottent dans le vent. Ce qui l'amène souvent à avoir une attitude sceptique vis-à-vis du virus ou de la façon dont il nous est présenté. Alors que l'autre, il a plutôt une attitude résolument antiseptique. Alors au cours de cet événement, on est tous tombés de haut parce qu'on a découvert la fragilité de notre société, qui bien qu'elle soit une société puissante au niveau économique et au niveau médical, a été débordé, les hôpitaux ont été très vite débordés, et pourtant ce n'était pas un virus comme le Ebola, c'était un petit virus. Et on a découvert aussi notre fragilité au niveau individuel, c'est-à-dire que certains ont même redécouvert qu'ils n'étaient pas immortels. Alors sur ce schéma, on voit effectivement la dangerosité des différents virus. Là on a le Ebola, avec un taux de mortalité de 40%, et là, on a le Covid-19 avec un taux de mortalité qui était estimé à l'époque à 3,5%. Bon, maintenant, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup moindre. Alors, très vite, les médias ont dramatisé la situation. Tous les soirs, on avait droit à la litanie habituelle du nombre de morts. Enfin, c'était quand même assez morbide. Alors, c'est normal que les médias cherchent le spectaculaire, ça fait de l'audimat, donc bon, jusque-là, un petit peu, ça pouvait se comprendre, mais enfin, on ne parlait plus que de ça dans l'actualité. Tous les autres sujets avaient disparu du journal télévisé, et ça, c'était bizarre, ça m'a semblé bizarre. Cette disproportion qu'il y avait entre un virus, et on ne parle plus tout d'un coup, ni de la crise économique, ni du système des retraites, ni des élections qui étaient pourtant en cours, ni du football, enfin tous les sujets qui intéressent les Français sont passés à la trappe. Alors il y avait des choses qui ne disaient jamais. La France est un très grand pays, il y a chaque année beaucoup de morts et beaucoup de naissances, comme dans tous les grands pays. On a en moyenne 50 000 morts par mois, c'est-à-dire à peu près 1700 morts par jour en situation normale. Ça, ils ne le disaient pas. Donc ils ne nous donnaient pas l'échelle qui aurait permis de mesurer la gravité de la situation. C'est à des petits détails comme ça que j'ai trouvé qu'il dramatisait énormément les choses et qu'il y avait certainement derrière une volonté de nous impressionner. Alors là-dessus, j'ai reçu le message d'une amie, une ancienne collègue de travail, et qui me répond ce message-là, je vais vous le relire. La situation est très sérieuse et je ne me permettrai pas d'être insouciante et irresponsable. Mais que de comportements irrationnels. Et j'ai relevé ces quelques phrases dans un écrit d'un médecin. Le même traitement politique ou journalistique appliqué à n'importe quel épisode de grippe saisonnière nous terrifierait tout autant que l'épidémie actuelle. Comme la mise en scène avec des comptes en live des victimes de n'importe quel problème sanitaire d'envergure, qu'il s'agisse des maladies cardiovasculaires, des cancers ou aux effets de la pollution atmosphérique, nous ferait frissonner d'effroi tout autant et même infiniment plus. On dirait que les humains sont incapables de penser avec leurs propres neurones. Mais que font les philosophes? Il faut qu'on les entende plus fort. Après la Chine, le virus a débarqué en Italie et nous avons eu des statistiques précises sur la presque totalité des gens qui en mouraient avaient une pathologie lourde ou plusieurs pathologies lourdes, parmi lesquelles hypertension artérielle, diabète, cardiopathie, cancer, insuffisance respiratoire. Très peu n'avaient aucune pathologie, vraiment 0,8%, même pas 1%. La plupart avaient alors 3 pathologies, il y en avait la moitié qui avait 3 pathologies, il y en avait un quart qui avait 2 pathologies lourdes et un autre quart qui avait une pathologie lourde. Statistique de l'Institut de santé italien.
Et de ça, on n'en parlait pas dans les médias, c'est-à-dire que toute information rassurante était systématiquement éliminée. Je sais bien que les chaînes de télé et les médias en général vivent essentiellement de la publicité et qu'ils n'ont pas envie de contrarier leurs sponsors. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils tombent si bas en nous considérant uniquement comme des consommateurs, parce qu'ils ont quand même la mission de nous informer honnêtement. Peut-être ont-ils l'intention de nous transformer tous en hypocondriaques? Ah, si nous pouvions tous devenir hyperdépendants. Quelle belle perspective ils nous proposent là. Alors là-dessus est arrivé ce qu'on pourrait appeler la bataille de la chloroquine. Un médicament à 4,50 € qui permettait de faire immédiatement baisser la charge virale et d'éviter les problèmes d'hospitalisation. Depuis 70 ans, ce médicament était utilisé contre le paludisme, mais n'était pas très connu en France. Il était préconisé par un certain professeur Raoult, que personne ne connaissait à l'époque, et contre qui les médias se sont immédiatement déchaînés, en disant qu'avec des cheveux longs comme ça, il ne pouvait pas être sérieux, qu'il se prenait pour un druide, et qu'il préconisait un médicament miracle. Renseignement pris, je me suis rendu compte que le professeur Raoult dirigeait un important établissement hospitalier, qui est en même temps une faculté de médecine, qu'il avait sous ses ordres plus de 450 personnes, dont beaucoup de professeurs de médecine, et qu'il n'était donc pas seul. Beaucoup de Marseillais s'étaient fait soigner par lui, et on voit sur la photo la queue des gens qui attendent pour entrer dans son établissement, pour se faire tester et pour se faire soigner. En plus d'avoir les cheveux longs, le professeur Raoult est également mondialement connu pour sa gestion des épidémies. C'est lui qu'on a appelé quand il y a eu l'épidémie de Ebola. C'est lui qu'on a appelé aux États-Unis lorsqu'il y avait des attaques à l'anthrax, cette poudre blanche que les terroristes mettaient dans des enveloppes qu'ils envoyaient à des hommes politiques ou à des journalistes. C'est lui qu'on appelle dans le monde quand quelque chose ne va pas au niveau microbien. C'est lui qui a à son actif le plus grand nombre de publications sur la microbiologie. Ainsi, par exemple, il était en relation avec la Chine et le médicament qu'il proposait, la chloroquine, avait déjà été utilisé avec succès en Chine. Moi, j'ai trouvé cette information rassurante qu'il y a un médicament et j'ai commencé à en parler autour de moi, notamment à mes amis qui habitent Marseille en leur disant si vous avez des problèmes, allez donc voir à l'IHU de Marseille du professeur Raoult et il va vous guérir. Et là, j'ai été très étonné parce que les gens, au lieu d'être contents, eh bien, ils me disaient non mais le professeur Raoult, il a les cheveux longs et en fait, il relayait le message de la télé. Alors j'étais vraiment halluciné. Je me souviens d'en avoir parlé à une femme. Elle m'avait sorti ça, que le professeur Raoult avait les cheveux longs, c'était pas quelqu'un à qui on pouvait faire confiance. Moi, les bras m'en sont tombés, parce que si c'était moi qui avais dit cette personne-là, les cheveux longs, on peut pas l'écouter, mais elle aurait été la première à me dire que c'était idiot ce que je disais, que c'était vraiment complètement hallucinant de juger les gens sur les apparences de cette manière. Et bien pourtant, comme s'il était hypnotisé par le message télévisuel, là, elle racontait ça. Là, franchement, je ne croyais pas que la télé pouvait avoir cette influence néfaste sur les gens en les hypnotisant pour qu'ils disent des choses qui sont complètement aberrantes. Alors je lui ai dit, mais est-ce que tu as vraiment écouté le professeur Raoult? Elle m'a dit, je l'ai vu à la télé. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as été voir une vidéo du professeur Raoult, par exemple sur YouTube? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, va voir, parce que tu verras qu'il n'a jamais dit que c'était un médicament miracle, la chloroquine. Il a dit que c'était un médicament prometteur, et je t'assure que c'est un homme qui parle posément et qui a l'air très, très calme. Pas du tout comme on le présente à la télé. Alors, plusieurs mois plus tard, elle a reconnu qu'effectivement, le professeur Raoult était un homme sérieux. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises, parce qu'on a appris ensuite que le gouvernement avait interdit la chloroquine, qui pourtant jusque-là était en vente libre. Ce médicament est vendu dans toute l'Afrique, et ce médicament est proposé à toutes les personnes qui vont dans les pays étrangers où il y a du paludisme. On leur en donne avant de partir. Ils en prennent même parfois à titre préventif. Dans l'armée, par exemple, quand ils s'en vont dans les endroits où il y a du paludisme, ils en prennent à titre préventif. Je l'ai appris par un militaire. Donc ce médicament, on nous disait
tout d'un coup qu'il était dangereux. Ça fait 70 ans qu'il existe. Ça fait 70 ans qu'on le donne sans ordonnance. Et tout d'un coup, même les médecins ne pouvaient pas le prescrire. Alors là, j'ai trouvé ça très décevant parce que j'avais déjà vu que les médias travaillaient pour les labos pharmaceutiques, que les gens étaient hypnotisés par les médias et répétaient le message qui plaît au lobby pharmaceutique, mais là que le gouvernement lui-même, qui n'est pas payé a priori par les laboratoires, fasse le travail pour eux, alors là, ça m'a vraiment déçu. Et puis en plus, les autorités sanitaires s'y sont mises aussi. Alors tout d'un coup, cette chloroquine devenait dangereuse, on ne savait pas si elle était utilisable ou pas, et c'était le seul médicament qui était proposé. Il n'avait aucune alternative, tous ces gens qui mettaient en doute la chloroquine. Alors c'est un peu comme si, au moment de la tempête, on vous disait, écoutez, les canaux de sauvetage, on doit les retester. Ils sont là depuis 70 ans, mais on n'est pas sûr qu'ils flottent. Alors on va les tester en double aveugle, on va tirer les passagers au sort, la moitié on va les mettre dans les canaux de sauvetage, et l'autre moitié on va les jeter à la mer, et puis on verra lesquels flottent le mieux. On avait l'impression d'assister à un concours d'absurdité où le gouvernement, les médias, les experts, les autorités sanitaires s'entendaient pour démolir le seul médicament qui était proposé et qui aurait permis de résoudre le problème. Et puis alors ils ont une idée géniale, c'était de confiner du jour au lendemain tous les gens en bonne santé. Je crois que ça c'est unique dans l'histoire de l'humanité, confiner les gens en bonne santé. Je ne sais pas si ça a été efficace contre la maladie, mais en tout cas ça a été efficace contre les manifestants. Le droit de réunion est inscrit dans la Constitution, mais le gouvernement a profité d'une mesure d'urgence sanitaire pour interdire du jour au lendemain toute manifestation. On nous privait de liberté pour notre bien. C'est hallucinant que ce gouvernement n'ait pas prévu les conséquences économiques du confinement. Des entreprises en faillite, une vague de licenciements sans précédent. Je crois que pendant le premier mois de confinement, on a eu déjà en un mois 7% de plus de chômeurs, et je crois que ça a été pire le deuxième mois. Donc comment se fait-il qu'un gouvernement habitué aux règles économiques n'ait pas prévu ça ? On était censés rester tous devant nos postes de télé, diffusant sans arrêt des messages anxiogènes. Comme par exemple, le virus est dangereux, mais si vous l'avez, attendez qu'il passe tout seul. C'était absurde, et c'était en plus dangereux. On devait se méfier des vieux parce qu'ils étaient sans doute porteurs de microbes, et on devait se méfier des jeunes parce qu'ils étaient soi-disant des porteurs sains. Il fallait oublier la nature, qui est pourtant très bonne pour la santé. Il fallait oublier l'existence des médecines parallèles. Il fallait surtout oublier que nous avons un système immunitaire. Il est solide et nous pouvons aussi l'entretenir par des moyens traditionnels. Dans toutes les religions, autrefois, il y avait un carême, alors que ce soit dans la religion chrétienne, il y avait le carême, dans la religion musulmane, il y a le ramadan, dans la religion juive, il y a aussi un carême. Nous avons ce qu'il faut dans les traditions, nous avons des racines, nous n'allons pas nous laisser déraciner par quelques parasites qui veulent nous vendre des produits pharmaceutiques. Alors il y a encore quelques années, on pouvait douter de l'efficacité du jeûne, mais aujourd'hui, il y a eu des études scientifiques qui ont démontré cette efficacité. Notamment, il y a eu 2 prix Nobel de médecine sur le sujet. L'un en Belgique et l'autre au Japon. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'efficacité du jeûne est démontrée scientifiquement. Et je vous mettrai en dessous de cette vidéo un lien vers une petite vidéo qui explique effectivement ces travaux qui ont été faits par 2 prix Nobel de médecine. Alors maintenant que cette période historique de confinement, déconfinement est terminée, c'est peut-être le moment de revenir à un peu de bon sens. Alors aujourd'hui, les chiffres parlent. Si on prend les statistiques de nombre de décès de l'INSEE, année par année, eh bien on voit que au cours de cet hiver, il n'y a pas eu plus de morts que les hivers précédents. Voilà, alors on peut dire, oui, mais heureusement qu'il y a eu le confinement, parce qu'il y aurait eu plus de morts. Ça, c'est vrai, ça peut se discuter. Ça peut se discuter, mais vous voyez, en janvier, février, mars, c'est pas encore le confinement. Le confinement, il est intervenu qu'à la fin du trimestre, là. Ensuite, est-ce que le confinement a été vraiment efficace ? C'est pas du tout certain, parce qu'il y a des médecins qui disent exactement le contraire, donc on va voir. Alors ça, ce sont les statistiques d'un médecin qui s'appelle Dr Delépine.
qui a comparé les différents pays, ceux où on avait utilisé un confinement aveugle de toute la population, y compris les gens sains, comme en France. Alors il y a eu l'Espagne, l'Italie, la France et la Belgique. Et puis les pays où on a eu un confinement qui ont été seulement des porteurs de virus. Et là on voit que les autres pays où on a confiné que les gens qui étaient malades, ils ont eu beaucoup moins de morts que nous. Donc ça veut dire finalement, d'après lui, que le confinement a été contre-productif. Alors toujours d'après le docteur Delépine, il dit que la fermeture des écoles n'a pas diminué la mortalité. Et il en veut pour preuve les courbes de la mortalité en France et en Suède, où on n'a pas fermé les écoles. La fermeture des écoles est intervenue en fin mars et ça n'a pas fait bouger du tout les courbes de mortalité. On voit bien que la Suède, qui n'a pas fermé les écoles, a eu beaucoup moins de morts que la France. Alors cette période va aussi se conclure par des actions en justice. Il y a des milliers de médecins qui vont attaquer le gouvernement en justice parce qu'il leur a interdit de prescrire la chloroquine, c'est-à-dire le seul médicament qui était efficace à l'époque. Comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai plutôt exposé les arguments de ce petit bonhomme. Mais je me suis aussi placé de temps en temps dans la tête de celui-ci pour mieux comprendre ce qu'il pouvait ressentir. Et finalement, cela m'a paru moins inconfortable. Parce que même s'il a pour adversaire un virus invisible, il a aussi pour allié les autorités. Pourtant, je ne peux pas rester longtemps dans cette attitude parce que cela m'obligerait à croire que la chloroquine est vraiment un poison et que le docteur Raoult est incompétent, et cela, je ne peux pas m'y résoudre. Alors je reviens plutôt instinctivement à la position de cette personne-là, mais si vous êtes de la tendance opposée, je vous invite à laisser vos commentaires au bas de cette vidéo, et même, éventuellement, à faire votre propre vidéo pour les exposer plus tranquillement. Et je vais terminer par une question. Quelle société désirons-nous pour le futur ?